Et coucou YouTube, ça faisait longtemps. Alors quand je dis que ça faisait longtemps, c'est parce que peut-être que vous l'avez pas remarqué. Dans ce cas-là, c'est très bien, je n'ai pas eu le temps de vous manquer. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas posté de vidéo, tout simplement parce que d'un point de vue personnel et professionnel, j'ai été très occupée et je n'ai pas eu le temps de créer de nouveaux contenus vidéo pour YouTube. Mais me revoilà maintenant, et vu qu'on est le premier week-end du mois de décembre, le mois de novembre vient donc logiquement de se terminer il y a 2 jours exactement. Et donc je viens vous faire mon bilan de toutes mes lectures du mois de novembre, et il y a de tout. Il y a eu des déceptions, il y a eu des coups de cœur, il y a eu de la fantaisie, il y a eu du thriller, il y a eu du comics, il y a vraiment eu beaucoup de choses différentes, et donc c'est parti, je vous en parle tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ça me soutiendra, ça me fera énormément plaisir. Aussi, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu complémentaire à celui-ci sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire dans la vidéo pour me parler de vous, vos avis sur les livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, ou au contraire si je vous ai donné envie de les lire. C'est parti! Alors comme tous les mois, on va partir du bas du classement, du livre du mois que j'ai le moins aimé, pour remonter jusqu'au livre que j'ai le plus aimé. On commence tout de suite avec ma moins bonne lecture du mois, à laquelle j'ai mis 2,5, donc c'est la moyenne, donc on est sur une lecture vraiment moyenne, pas mauvaise ni bonne, moyenne. Il s'agit de All These Bodies, écrit par Kendare Blake, publié aux éditions Léa. On est ici sur un roman thriller young adulte, avec une enquête des morts qui se sont retrouvés totalement vidés de leur sang, on retrouve pas une goutte de leur sang, et en fait on va avoir, comment ça s'appelle, Marie, il me semble, oui, Marie-Catherine Hale, qui est soupçonnée de ses morts tout simplement parce qu'elle a été retrouvée au milieu des cadavres, totalement recouverte du sang des victimes justement. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, elle ne va accepter de parler qu'à une seule personne, qui est Michael, oui c'est ça, Michael Jensen, qui est le fils du shérif et un aspirant journaliste. Alors ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'il y a vraiment un côté true crime, un côté fait divers qui est très fort, très puissant. Ça m'a fait un peu ressentir la même ambiance, la même vague que quand je regarde des vidéos de true crime sur YouTube, des vidéos que j'adore. Moi, mes vidéos préférées, ce sont celles de Max Skies, les histoires vraies et flippantes. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore. Et donc on a vraiment toute cette ambiance-là qui est présente. En plus, ça se passe aux États-Unis aussi, donc c'est quelque chose qui est très fréquent dans les HVF. Les HVF, c'est les histoires vraies et flippantes de Max Skies, désolée, pour ceux qui connaissent pas, vous n'allez pas y comprendre. Donc on a vraiment toute cette ambiance de true crime qui est très présente. Il y a un côté un peu angoissant aussi, donc l'ambiance est réussie. Cependant, je n'ai absolument pas été convaincue par le déroulé de l'histoire en lui-même qui m'a ennuyée, et ça je pense que c'est dû à la plume de l'autrice. J'avais déjà lu un livre d'elle qui est le premier tome de la saga Fruit Dark Thrones, désolée pour mon accent catastrophique. J'avais ressenti le même problème, j'avais énormément aimé l'intrigue, énormément aimé les personnages, mais j'ai trouvé que l'histoire se déroulait de façon trop lente, trop ennuyeuse, et j'avais pas réussi à accrocher. Et là j'ai ressenti la même chose. En plus de cela, au niveau des personnages, j'ai vraiment pas été convaincue. Michael, c'est un personnage qui est sympathique, que j'ai bien aimé, qui a un bon fond, une bonne psychologie, mais auquel j'ai pas réussi à m'accrocher, en fait, j'ai pas réussi à m'attacher. Et Marie m'a profondément agacée. Donc à partir de ce moment-là, que l'intrigue n'arrive pas à moi, dans mon ressenti, à m'aspirer, à donner envie de fortement tourner les pages, et qu'en plus je m'attache pas au personnage, c'est difficile d'aimer l'histoire correctement. Donc tout ce qui est world building, idées et ambiance, j'ai adoré. Mais l'autre moitié, je n'ai pas adoré, j'ai même pas du tout accroché, c'est pour ça que je lui ai mis la moyenne. Ensuite, on arrive à un livre assez particulier puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles, le 3e tome de ce style de recueil de nouvelles de cet auteur, qui est Le café où vivent les souvenirs, écrit par Toshikazu Kawaguchi, édité aux éditions Albin Michel. Comme je le disais, on est du coup sur un recueil de 4 nouvelles dans lequel en fait on va suivre un personnage qui est dans un café, et en fait ce café lui permet, le temps d'une tasse de café justement, de voyager dans un souvenir, de voyager dans le temps pour revivre quelque chose qu'il voulait voir, regretter, quelque chose qu'il a regretté, quelque chose qu'il aurait aimé pouvoir dire, tout ce genre de choses. Mais évidemment ça ne change pas, ils peuvent pas changer leur passé, donc changer leur présent par extension. C'est vraiment juste un petit peu comme s'ils pouvaient vivre ce souvenir sans pour autant le changer. Et c'est ce côté-là qui m'a attirée, ce côté qui semblait très beau, très poétique, très touchant. Et ça l'a été, ça a été très beau, ça a été très poétique, ça a été touchant. Seulement, je pense que le format de nouvelle n'est pas fait pour moi. Donc en fait, j'ai pas de remarques à faire à ce livre-là. C'était juste tout 100% une question de ressenti à moi. Le livre, il est très bien écrit, il est très beau. La plume de l'auteur, elle est très belle. La traduction, elle est très belle aussi.
mais j'ai pas réussi à accrocher. Je pense aussi que moi j'ai besoin de durer, j'ai besoin de rester très longtemps avec les personnages, j'ai besoin de m'attacher aux personnages, j'ai besoin de rester plongé longtemps dans une intrigue et dans un moment, et c'est quelque chose que ne permet pas le format de nouvelle. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'était pas quelque chose qui me correspondait à moi, donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Donc ensuite on part sur un Cozy Mystery que j'ai noté 3,5 sur 5. Il s'agit du 19e tome de Hamish Macbeth qui est Lettre fatale écrit par MC Beaton aux éditions Albert Michel. Alors je n'ai pas lu les 18 d'avant et c'est pas grave parce qu'en fait c'est souvent dans les Cozy Mystery comme dans ce genre là, une histoire par une histoire par une histoire et ils peuvent se lire de façon totalement indépendante même s'il y a un petit développement du personnage principal qui est ici du coup Hamish Macbeth tout au long des livres. Moi ça m'a pas gêné, j'ai totalement compris l'histoire. L'intrigue est simple, dans le village où vit le détective Hamish Macbeth, pardon, il y a plusieurs habitants qui ont reçu des lettres, qui les menacent, qui leur dit des secrets, des choses totalement fausses, parfois des choses vraies, etc. Et ça commence un petit peu à semer la zizanie jusqu'au jour où une personne est retrouvée morte tout simplement. Et donc je vous en dis pas plus, vu que c'est un Cozy Mystery, je pense que c'est important de vous laisser découvrir vous-même ça dans le livre. Alors ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, je pense que c'est le développement des personnages. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Voilà, je l'ai pas trouvé attachant quoi tout simplement. Il y avait beaucoup de distance je trouve entre lui et nous. Après il y a une partie de moi où je me dis peut-être que si j'avais lu les 18 autres tomes, c'est quelque chose que je n'aurais pas ressenti et que j'aurais été attachée aux personnages. Mais d'un autre côté, je pense que dans tous les livres, dans tous les numéros, même sur une longue saga comme ça, qu'un personnage devrait rester attachant, devrait rester développé, il devrait continuer à avoir de nouvelles choses sur lui, de nouveaux sentiments, etc. Et vraiment, j'ai trouvé que Hamish Macbeth était un personnage très froid, qui j'avais l'impression qu'il ressentait rien. Et ça a été ça pour moi le gros point noir de l'histoire, le personnage principal en fait. Mais heureusement, même si c'est lui qui est le personnage central de la saga, il y a beaucoup d'autres personnages autour que j'ai plus appréciés, sur lesquels je me suis plus attachée, et j'ai trouvé l'intrigue qui était super chouette. Alors est-ce que j'ai été surprise par le suspense et tout? Je dirais oui et non, parce que je me doutais de qui était le responsable, mais sans trop savoir exactement pourquoi, parce qu'en fait le pourquoi c'était quelque chose dont on n'était pas au courant, donc c'était difficile de le deviner sans être au courant. Et du coup j'ai été semi-surprise, donc voilà, c'est un Cozy Mystery qui est hyper sympa. Le côté cosy est présent par le côté lien entre tous les habitants du village, les endroits où ils vont, les cafés, les hôtels, les restaurants et tout. C'est pas 100% ce que j'appellerais cosy réellement, mais c'est un petit peu présent quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis 3,5 sur 5. Ensuite, on passe à un thriller psychologique qui est La femme de ménage, écrit par Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Alors là, on va suivre les aventures de Millie qui vient de sortir de prison, qui est totalement fauchée, qui vient de perdre son travail, qui vit dans sa voiture. Et un jour, elle va avoir l'occasion de devenir femme de ménage justement dans la ville, dans un appartement ou une maison new-yorkaise d'un couple très fortuné avec leur petite fille. Pour elle, c'est une occasion en or de repartir à zéro. Mais elle va se rendre compte petit à petit que c'était pas une occasion si belle que ça et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette maison. Notamment la femme, Madame Winchester, qui semble avoir un peu une dent contre elle, qui change d'humeur tout le temps. Un coup elle est adorable, l'autre coup elle est exécrable et c'est assez perturbant. Mais heureusement que Monsieur Winchester, lui, il est présent parce qu'en comparaison à sa femme, il est vraiment adorable, il est vraiment très gentil avec Millie. Donc ça lui permet quand même de pas lâcher prise parce que elle peut pas quitter cet emploi, parce que si elle quitte cet emploi, elle aura du mal à en trouver un autre, elle devra retourner vivre dans sa voiture alors que là elle est logée à domicile. Et il va se passer plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir durant votre lecture. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment passé un bon moment, je l'ai lu très rapidement, je trouve qu'il se lit tout seul, vraiment les pages se tournent très vite, en plus il est pas très grand, il fait 400 pages d'un poche et c'est écrit relativement grand je trouve. Il y a un côté très page turner, on a envie de voir ce qui va se passer, ce qui se passe et tout. En soi, il se passe pas tant de choses que ça, mais il y a un côté thriller psychologique où vraiment on est entièrement sur la psychologie, sur le ressenti, sur le pourquoi les personnages agissent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, le côté imprévisible de leurs actes, etc. Et ça a été extrêmement bien réalisé. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là et c'est pour ça que j'ai passé un bon moment. Mais vous me direz alors pourquoi est-ce que tu lui as mis que 3,5 sur 5? Et ben moi je lui ai mis que 3,5 sur 5 parce que dans un thriller psychologique comme ça, je m'attendais vraiment à être surprise, à tomber de ma chaise pour le résultat et tout. Et dès les 50 premières pages, moi j'ai deviné ce qui allait se passer. Je suis pas une spécialiste de thriller, hein, j'en lis très rarement. J'en lis majoritairement durant la saison d'automne Halloween, sinon le reste de l'année j'en lis pas forcément. Mais du coup j'ai deviné ce qui allait se passer.
Mais malgré tout, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Mais ça restera une bonne lecture. 3,5 pour moi, c'est une bonne lecture plus. C'est pas une bonne lecture plus, ni un coup de cœur, ni une lecture parfaite. Mais c'est une bonne lecture plus que je vous reconseille fortement si jamais vous voulez vous lancer dans un thriller psychologique. On a vraiment toute cette psychologie des personnages qui est hyper intéressante. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy d'une autrice française qui est Le cycle des secrets, écrit par Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Déjà, je vous montre à quel point l'objet livre est très beau. On a un jaspage métallisé bleu qui malheureusement ne tient pas. C'est le risque avec les jaspages métallisés, il y en a très peu qui tiennent. Donc c'est dommage parce que c'est très joli, mais c'est vrai que moi ça m'a pas fait de traces sur mes vêtements, sur mes doigts et tout, mais c'est vrai qu'un choc dans le sac, dans la bibliothèque avec d'autres livres, etc. ça fait très vite des accros dessus et c'est vrai que c'est dommage. Alors on est vraiment sur un univers très particulier, très original, dans lequel on va avoir des mages, des gens avec des pouvoirs, on va avoir aussi un système de caste par rapport aux villageois, etc. Et en fait, on va avoir des secrets qui peuvent avoir un pouvoir. Et je pense que le plus simple, c'est que je vous lise le résumé. Ça vous parlera plus parce que j'ai vraiment du mal à décrire ce livre. Dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Laura appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complot meurtrier. Un soir, une magicienne redoutable entre en contact avec Laura. Elle se nomme Equinox. Elle tient ses dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Tout est naturel, tout vient petit à petit. On est vraiment sur quelque chose de très beau. Il y a un côté poétique aussi à l'histoire. Je trouve que la plume de l'autrice, c'est la grande force de ce livre. On sent l'identité, la personnalité de la personne à travers son histoire en fait. Concernant l'intrigue en elle-même, je pense qu'on reste sur un tome très introductif malgré tout. Donc j'attendrai de lire le tome 2 pour voir dans quel sens ça évolue. Mais c'est vrai que dans ce premier tome, en tout cas, j'ai trouvé que l'intrigue était relativement lente, qu'il ne se passait pas tant de choses que ça au final. En fait, on en a appris beaucoup de choses. On a découvert des éléments du passé des personnages, on a découvert quels étaient les problèmes un petit peu de l'univers, quels étaient les conflits entre les gens et tout. Mais pas beaucoup plus au final, donc ça fait déjà beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à découvrir qui ont été très bien écrites, qui sont très intéressantes à lire, mais je n'ai pas l'impression que l'action ait démarré tant que ça. Mais malgré tout, ça en fait une très bonne lecture, mais j'attends de lire la suite pour voir que ça a démarré. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 4 sur 5, parce que j'ai manqué un petit peu d'action dans ce tome-là, malgré toutes ces autres très grandes qualités. Ensuite, on se retrouve avec un autre livre totalement différent, mais que j'ai là encore noté 4 étoiles sur 5. Il s'agit d'un livre espagnol qui a été du coup traduit en français récemment, écrit par Terenci Moix, je ne sais pas trop comment prononcer le nom de famille, je suis désolée, qui est Les derniers jours de Cléopâtre aux éditions Hervé Chopin. Par rapport à ce qui se passe dans le livre, le titre du livre dit absolument tout. On va suivre les derniers jours, plutôt les derniers mois, les dernières semaines de Cléopâtre. Ça commence au moment où elle se sent abandonnée en fait par Marc-Antoine, qui est le grand amour de sa vie en quelque sorte. En fait, si vous voulez, c'est un livre qui est très beau dans le sens récit, dans le sens témoignage, dans le sens histoire. L'auteur a une plume, ou l'autrice d'ailleurs, je ne sais pas, l'auteur il me semble, a une plume qui est vraiment très belle, qui est très poétique, avec quelque chose de presque théâtral dans la façon dont il rédige son roman. Je trouve ça très beau, très agréable à lire, mais ça peut aussi être un handicap parce que c'est vrai que ça reste quelque chose de très lourd à lire. Alors c'est très beau, ça il n'y a aucun contexte là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas un livre que je lis aussi rapidement que je peux lire mes autres romans en fait. Je suis une grande admiratrice de la femme qu'était Cléopâtre, j'ai une biographie d'elle, j'ai regardé beaucoup de documentaires d'elle, j'ai même écrit à un moment j'ai déjà fait une dissertation d'elle à l'époque où j'étais à la fac. Je suis une admirative de Cléopâtre, je connais très bien la vie de Cléopâtre et j'ai adoré découvrir toutes les choses que je connaissais à travers cette histoire très romantisée, très... En fait, moi, ce que je connaissais, c'était des éléments pris un par un, presque comme une liste en réalité. Et là, tout ça est venu être mis en forme à travers ce récit de façon très poétique, très romanesque, très théâtrale. On est vraiment plongé dans les émotions de Cléopâtre, dans sa détresse face à l'abandon de Cléopâtre, dans sa détresse et son amour pour son peuple égyptien, dans son amour pour ses enfants, dans la grande femme pleine d'intelligence qu'elle était, tout en contraste, tout en contradiction aussi, la femme qu'elle était. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je pense que c'est un grand livre, un très très grand livre, mais qui n'est pas forcément fait pour tout le monde.
Et il faut savoir ce que vous allez lire quand vous lancez dans cette lecture. Il faut savoir que vous allez être sur des grandes phrases, des grands thèses, des grandes paroles. Quelque chose en fait qui n'est pas notre façon de parler. Et quand on lit quelque chose où c'est écrit qui ne correspond pas à la façon dont on est habitué à nous écrire, parler, etc. C'est vrai que ça fait, je trouve que ça fait beaucoup plus travailler le cerveau, dans le sens où c'est beaucoup plus lourd à lire. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis 4 sur 5, à cause de ce côté-là où j'aurais pu avoir un immense coup de cœur pour ce livre, si ma lecture avait été fluide. Mais ce texte-là, malgré le fait que ce soit aussi une qualité du livre, parce que ça le personnalise, ça le rend très beau, ça le rend très poétique, bah par moments ça m'a bloqué moi dans ma lecture, mais rien de catastrophique en soi. Ensuite, on change totalement de registre puisque là, on arrive avec un comics. Ce mois-ci, j'ai lu le premier tome de Dark Knight of Steel, qui est du coup une réécriture version Moyen-Âge, médiéval, fantasy, des histoires des héros de DC et notamment de Batman. Et ben, j'ai adoré ce comics, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette réécriture, j'ai adoré retrouver les personnages de DC que je connais dans cet univers très médiéval avec des rois, des reines, des fous, des chevaliers, etc. J'ai vraiment adoré ça, j'ai trouvé que l'intrigue elle était chouette, les images sont vraiment très belles, sont très jolies. Je vais vous montrer une première image, hop, ici. Je vous montre pas l'autre partie, donc ça c'est un début de livre, un début de chapitre. Donc voilà, je trouve que vraiment on est sur une très belle histoire, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré retrouver les héros dans cet univers médiéval fantasy qui moi m'a fait penser à mes fantaisies que je suis habituée à lire et que j'aime lire, donc bah, j'ai adoré en fait et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, il s'agit de If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Fib. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire, je vais vous lire le résumé. Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, etc. Tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent, jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur, convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. Donc là, comme ça, en lisant le résumé et ce que beaucoup de personnes ont dit pour ce livre, on pourrait penser à un thriller et beaucoup de personnes l'ont défini comme un thriller, mais pour moi ce n'est absolument pas un thriller et je trouve important de le préciser parce que y a beaucoup de personnes qui ont été déçues de leur lecture justement parce qu'ils s'attendaient à lire un thriller. Et du coup je trouve important de définir correctement un livre pour pas que des gens soient déçus, pour pas que des gens l'achètent parce que c'est un thriller et qu'au final ils aient absolument pas un thriller, ou qu'à l'inverse les gens ne l'achètent pas parce que c'est un thriller et qu'ils aiment pas ça, alors qu'au final ça se trouve c'est un livre qu'ils adoreraient. Donc moi, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, ce n'est absolument pas un thriller. Il y a un léger aspect thriller dû par ce meurtre dont je viens de vous parler en résumé, le côté policier, le côté si c'est pas Oliver qui est responsable, est-ce qu'il est responsable déjà ou pas, et si c'est pas lui, qui est-ce que c'est? Il y a cet aspect thriller qui est là, mais pour moi ce n'est pas un thriller parce qu'il n'y a pas le côté angoissant, il n'y a pas le côté suspense du thriller. Pour moi, ce livre, c'est une tragédie shakespearienne. Et je dis pour moi, mais j'ai vu d'autres personnes, les personnes avec qui j'ai échangé sont totalement d'accord avec moi. On est sur une tragédie shakespearienne. On va être sur un livre qui va partager tous les états d'âme des personnages. C'est-à-dire, on va voir les 7 amis tout au long de l'histoire. On va les voir rivaux, on va les voir s'aimer, on va les voir se détester, on va les voir s'adorer, on va les voir se soutenir, se planter des couteaux dans le dos, au sens figuré du terme. Et pour moi, là où un thriller, on est plutôt sur le qui a fait ça, ici, on est plutôt sur le pourquoi et on vous montre le pourquoi au fur et à mesure. C'est même pas une immense question où bim à la fin on vous met la grosse révélation. Non, c'est vraiment un développement qui est très progressif, qui est très beau. Énormément de poésie aussi. Ça c'est dû au côté Shakespeare, au côté théâtre de l'histoire. Parce que tout au long, on est plongé avec des élèves de théâtre qui vont faire des représentations de théâtre, des représentations de pièces de Shakespeare. Et on a leurs états d'âme qui sont révélés à travers certaines pièces qu'ils jouent. Eux-mêmes s'expriment de temps en temps en dialogue de pièces de Shakespeare. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un livre qui est très particulier, très original. Ce n'est pas le genre de lecture dont j'ai l'habitude, mais j'ai vraiment passé un excellent moment durant ma lecture. Pour moi, je le répète, c'est pas un thriller tout simplement déjà parce que dès le début, dès les premières pages,
le pourquoi et le comment et le qui, enfin pas le comment, mais le pourquoi et le qui sont assez évidents. Je les trouve assez évidents et je ne pense pas que c'était la volonté de l'auteur de créer un suspense là-dessus. Je pense que l'auteur avait totalement conscience qu'on devinerait facilement qui avait commis le meurtre, pourquoi cette personne l'avait fait, et que juste ce livre est là justement pour venir nous montrer tout le cheminement, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait monter en pression chacun des personnages durant l'histoire, et c'est ça qui a créé toute l'intrigue et tout le suspense au final de l'histoire. On retient son haleine parce qu'on est comme ça en mode « mais il se passe ça, mais comment est-ce qu'il va réagir, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» C'est quelque chose de très psychologique au final, et donc j'ai adoré ma lecture pour ça. Quand on prend ce livre pour ce qu'il est, une tragédie shakespearienne créée comme une pièce de théâtre, il est incroyable. Et enfin, on passe à mon coup de cœur, ma meilleure lecture du mois, un véritable coup de cœur, qui est un livre d'une autrice française. Il s'agit des Noces d'ombre et de fumée, écrit par Olivia Gometz. Il est auto-édité, donc si vous voulez le retrouver, vous le retrouverez uniquement sur Amazon. Il existe aussi une version reliée d'ailleurs. Pour mieux vous expliquer l'histoire, je vais vous lire le résumé. Sous la République de fumée, la magie est mortelle pour les femmes. Seuls certains hommes en naissent dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Chiavi, le dangereux héritier du doge. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix. Elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Mais au cœur de leur palais corrompu par les mensonges et le vice, Priya est prête à tout pour abattre la redoutable dynastie de fumée. On est du coup sur une fantasy, romance, politique, complot, trahison, magie. Il y a vraiment plein de choses. C'est-à-dire tout ce que j'aime dans la fantasy est à l'intérieur de ce livre. Déjà, le gros point fort de ce livre, et qui je pense en a fait un tel coup de cœur pour moi, ce sont ces personnages qui, malgré le fait que ce soit un one-shot, qui n'est pas forcément très long, le livre fait un peu moins de 500 pages, il fait 460 pages il me semble, en tout cas dans la version brochée. Malgré le fait que ce soit un one-shot, j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien développés, extrêmement précis, qu'on comprenait leur intention, qu'on comprenait leur désir profond, qu'on comprenait qui ils étaient bien au fur et à mesure, qu'on connaissait certaines facettes de leur personnalité pile au bon moment par rapport à l'intrigue, etc. Donc j'ai trouvé les personnages géniaux. Priya, la protagoniste, est une femme incroyable, une femme forte, une femme pleine de vengeance, une femme qui a soif de pouvoir. J'ai adoré Priya. Ezio, dont je vous parle dans le résumé, mais quel homme incroyable en fait. C'est vraiment un protagoniste tout en nuances de gris foncé même, avec une morale qui semble parfois douteuse, mais plus on en apprend sur lui, plus on remet en doute la personne qu'il est. Un côté froid, un côté très charmant aussi, il faut dire ce qui est, je vous en dirai pas plus, je vous laisserai le lire. Il y a d'autres personnages dans le livre que j'ai trouvé géniaux, que j'ai aimé détester. Celui qui est le père de Priya, j'ai adoré le haïr. J'adore haïr des personnages aussi bien écrits que ça, vraiment j'ai adoré ça. Au niveau de l'intrigue, on a quelque chose qui est simple, mais à la fois hyper efficace. Ce n'est pas simple dans le sens, pas prise de tête, c'est simple dans le sens, ça part pas dans tous les sens. Et du coup c'est idéal, c'est vraiment parfait pour un one shot parce que c'est précis, on a du world building sans pour autant trop nous prendre la tête avec plein de choses. On a de la politique, on a du complot, on a de la trahison, on a des enjeux personnels, on a des enjeux du royaume. On a plein de choses, on a tout ce qu'il faut pour créer une super bonne intrigue de fantasy one shot. Incroyable, ce livre est incroyable. Voilà, j'ai peur de trop vous en dire et de vous spoiler la surprise de ce livre, mais lisez-le. Lisez-le. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan lecture de ce mois de novembre 2023. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y a des livres que je vous ai donné envie de lire et de découvrir. S'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés ou que vous n'avez pas aimés. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'adore partager ensemble sur nos différentes visions de chaque livre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me soutiendra, ça me fera extrêmement plaisir et ça vous permettra à vous de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez mon contenu et si vous m'appréciez moi, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok où je fais un contenu qui est totalement complémentaire et différent à celui ici sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et de très belles lectures.